Il y a 150 millions d'années, au fond des bosquets des rivages coralliens, la vie s'apprêtait à créer une autre espèce vivante. C'est le plus ancien de tous les oiseaux, c'est l'Archéoptérix. Les premiers êtres vivants étaient nés dans la mer, la nécessité d'évoluer avait installé la vie sur la terre ferme, il fallait aller plus haut, il fallait conquérir le ciel. L'espèce qui allait faire du ciel son territoire se nomme les oiseaux. Les oiseaux sont les seuls animaux à plumes. Il y a un mystère dans la plume. C'est un sommet de l'évolution. C'est un extraordinaire outil pour l'oiseau. Comment et pourquoi a été créé le plumage, cet atout que ne possèdent que les oiseaux? Revenons en arrière. Voici notre planète il y a 150 millions d'années. Le supercontinent formé d'un seul bloc s'est disloqué. Parmi les masses continentales figurent celles qui deviendront l'Eurasie et l'Amérique du Nord. À cette époque, des forêts d'arbres gigantesques de plus de 100 mètres de haut avaient envahi le continent nord-américain. C'est sur ce territoire que vivaient les dinosaures. Mais le futur continent européen, situé à l'est, offrait un décor très différent. Il se trouvait bien plus au sud qu'aujourd'hui. La mer en recouvrait la majeure partie. Il se composait d'îles coralliennes, petites et grandes. Les plages étaient formées de terres inondées à marée haute. On y trouvait des cycas, apparentés aux conifères. Les animaux qui volaient alors dans le ciel n'étaient pas des oiseaux, mais des reptiles, les ptérosaures. Ces créatures avaient acquis la maîtrise des airs bien avant l'apparition des oiseaux. Avec quel type d'ailes les ptérosaures volaient-ils ? Le docteur Peter Wellnoffer, du Muséum de Bavière, pense qu'ils ne volaient pas du tout comme les oiseaux. Ce ptérodactyle, du groupe des ptérosaures, vivait il y a 150 millions d'années. C'était un vertébré comme tous les reptiles. Le poids de son squelette l'empêchait de bien voler, mais il avait trouvé une méthode efficace. Tous les ptérosaures ont en commun la structure osseuse de leurs mains. À leurs 3 doigts s'ajoute un os très long, pointé vers l'extérieur. Il s'agit en fait d'une extension du 4e doigt. Ce 4e doigt était relié à la région abdominale par un pan de peau membraneuse qui, tendue, formait une aile d'un seul plan. Ainsi, l'aile du ptérosaure n'était composée que d'une simple et unique membrane. Et c'est son 4e doigt, surdimensionné, qui portait ses ailes. Afin de réduire le poids de son squelette, ses os étaient creux. La paroi osseuse mesurait 1 millimètre d'épaisseur.
L'intérieur était renforcé par un maillage de soutien. Cette structure donnait une ossature à la fois légère et robuste. Les ptérosaures volaient comme des planeurs. Ils prenaient appui sur le vent et sur les courants ascendants le long des plages pour planer. Ils volaient au-dessus des récifs coralliens et des lagons en quête de poissons. Ils s'abattaient sur la surface de l'eau pour saisir leur proie dans leur long bec. Mais tandis que les ptérosaures dominaient le ciel, une autre créature sur Terre se préparait à lui ravir sa place. La vallée de la rivière Altmühl en Bavière, Allemagne du Sud. Une étendue de terre calcaire a maintenant remplacé la mer et les atolls coralliens qui étaient là il y a 150 millions d'années. Solnhofen est connu depuis longtemps comme un centre de production de calcaire dont on se sert dans la construction. Les pierres se délitent en fines lamelles. Certaines portent, gravés, les restes fossiles des organismes qui vivaient là il y a 150 millions d'années. En 1861, un étrange fossile qui ressemblait à un ptérosaure a été découvert à la surface d'une roche extraite de cette carrière. Ce qui est apparu tout d'abord était l'empreinte d'une plume d'environ 6 cm de long. Puis, exactement au même endroit, on a retrouvé un fossile d'un animal entier auquel il ne manquait que la partie du crâne. À l'inverse des oiseaux, ce fossile était pourvu d'une longue queue. Mais la plume découverte en premier lieu était caractéristique des oiseaux. En outre, l'os de la patte du fossile présentait des caractères semblables à ceux d'un reptile. Le squelette ne pouvait être classé ni parmi les ptérosaures, ni parmi les oiseaux. Ce fossile a été appelé Archaeopteryx, qui signifie ancienne à cause de l'empreinte de la plume. Jusque-là, personne n'a pu dire s'il s'agissait de l'organisme d'un oiseau ou de celui d'un reptile. Plusieurs scientifiques l'ont étudié sans parvenir à la moindre conclusion. Le fossile a donc été intégré aux collections du Muséum britannique d'histoire naturelle. Le muséum était dirigé par Richard Owen, un paléontologiste de grand renom. Owen a réalisé un croquis détaillé du fossile. Il a passé plusieurs mois à l'étudier. Il a remarqué qu'au centre de l'empreinte fossile, il y avait un os en forme de V. Il s'est aperçu qu'il s'agissait de la fourchette, qui est un os formé par la soudure des deux clavicules, spécifique aux oiseaux. Owen en a déduit que l'Archaeopteryx était véritablement un oiseau. La découverte d'un autre Archaeopteryx fossile a confirmé la théorie du docteur Owen. Cette fois, l'empreinte des ailes était très nette. L'Archaeopteryx apparu il y a 150 millions d'années était sans aucun doute le plus ancien des oiseaux.
Voici un modèle d'Archaeopteryx reconstitué d'après les fossiles. Il possédait de nombreuses dents, alors que les oiseaux d'aujourd'hui n'en ont pas. Il avait également 3 griffes acérées en forme de crochet sur les ailes. À partir de quel organisme l'Archaeopteryx a-t-il évolué? Le fleuve Orénoque au Venezuela, Amérique du Sud. Son vaste delta est un sanctuaire pour de nombreuses espèces animales. On y trouve aujourd'hui un étrange oiseau qui rappelle l'Archaeopteryx. Cet oiseau, appelé l'oasine, a la taille d'un poulet. Il a une crête au sommet de la tête. L'oiseau adulte ne possède pas de griffes sur les ailes, mais les petits en sont pourvus, tout comme l'Archaeopteryx. Le poussin utilise ses griffes pour passer d'une branche à l'autre. Certains chercheurs pensent que l'Archaeopteryx a évolué à partir d'un animal vivant dans les arbres. Université du Kansas, États-Unis. Le docteur Larry Martin pense que des reptiles primitifs se sont équipés de plumes pour planer et voler. D'après lui, une espèce voisine du Lagosuchus, un reptile qui vivait il y a plus de 200 millions d'années, est l'ancêtre des oiseaux. Les premiers oiseaux devaient être de petits reptiles du genre lézard, qui vivaient dans les arbres. Ils n'étaient sans doute pas faits pour marcher par terre, sur leurs pattes arrière. Sans faire preuve d'une imagination débordante, on peut penser que le plumage était dès l'origine une structure destinée au vol. Un animal qui saute ou plane d'arbre en arbre se déplace aisément et rapidement en forêt. Pour pouvoir sauter plus loin, les petits reptiles arboricoles, comme le Lagosuchus, ont progressivement transformé leurs écailles en plumes. C'est ainsi, selon le docteur Martin, qu'ils sont devenus les oiseaux que nous connaissons. Malgré leur aspect très différent, les écailles des reptiles et les plumes des oiseaux sont constituées de la même substance. Elles sont faites de kératine. Les reptiles ont développé des écailles solides à partir de leur peau pour se protéger. Et l'on pense que ces écailles se sont progressivement transformées pour devenir la structure extrêmement complexe des plumes. Jusqu'à présent, on n'a jamais découvert de fossiles intermédiaires qui relieraient les reptiles à l'Archaeopteryx. Si l'on s'en tient à l'étude des fossiles, les oiseaux, créatures à plumes, sont apparus brusquement dans l'histoire de la vie.
Les ptérosaures qui sillonnaient le ciel avant eux doivent eux aussi descendre des reptiles arboricoles. Mais pourquoi les oiseaux se sont-ils dotés d'un plumage plutôt que de membranes comme les ptérosaures? Le fossile d'Archéoptéryx, qui est conservé au Muséum du Jurassique en Bavière, a été découvert en 1951. Pendant 20 ans, on l'a pris pour un organisme totalement différent. On pensait qu'il s'agissait d'un Compsognathus. Le Compsognathus était un petit dinosaure d'environ 70 cm de long qui vivait à la fin du Jurassique. C'était un carnivore très actif. Un spécialiste des dinosaures, le Dr John Ostrom de l'université de Yale, a fait une étude comparative de l'Archéoptéryx et du Compsognathus. Cette recherche l'a conduit à affirmer que l'oiseau descend du dinosaure. Le Dr Ostrom a fait ressortir 20 points de ressemblance entre le squelette du Compsognathus et celui de l'Archéoptéryx. Selon le Dr Ostrom, on trouve des ressemblances très frappantes au niveau du crâne, de la colonne vertébrale, de la ceinture pelvienne et de presque tous les os. Nous l'avons constaté, l'étude de son squelette indique clairement que l'Archéoptéryx était actif, une créature très active. C'était sans doute un animal à sang chaud ou capable d'absorber la chaleur. Dans ce cas, les plumes, les premières plumes, les plumes initiales, ont dû jouer un rôle. Peut-être en tant que forme primitive d'isolation. L'Archéoptéryx devait être entièrement couvert de plumes. Il les avait héritées des précurseurs qui ont peu à peu transformé en plumage leurs écailles venues du patrimoine ancestral des dinosaures théropodes. Dans la théorie du Dr Ostrom, l'évolution qui mène des dinosaures aux oiseaux est la suivante. Le Compsognathus, bien que petit, était très actif. Mais pour maintenir son niveau d'activité, il devait garder une température corporelle élevée et constante. Pour y parvenir, il a modifié ses écailles de façon à en faire des ailes capables de lui procurer une bonne isolation thermique. Le docteur Ostrom pense que les dinosaures qui se sont dotés de plumes pour préserver la chaleur étaient les ancêtres des oiseaux. Les ancêtres des oiseaux étaient-ils des reptiles arboricoles ou des dinosaures? Aucune preuve définitive ne permet de trancher. On ignore encore beaucoup de choses sur l'origine des plumes. Un jour, elles sont apparues et l'on n'a rien retrouvé qui nous permettrait de dire ce qui les a précédées. Les ptérosaures ont dominé le ciel pendant 150 millions d'années. Ils planaient tranquillement au-dessus des grèves sablonneuses et des atolls des régions subtropicales. L'Archéoptéryx, qui a surgi à cette époque, était encore un petit organisme confiné à l'habitat forestier. Mais ce futur oiseau, qui n'avait encore jamais volé, allait se doter de plumes pour conquérir le ciel. Parmi les créatures qui ont pris pied sur la terre ferme, il y a les reptiles qui sont apparus il y a 300 millions d'années. Sur l'arbre, représentant l'évolution, nos ancêtres mammifères ont bifurqué
à partir de la branche de ces reptiles initiaux. Les dinosaures et les ptérosaures dérivent également de ces reptiles. Et le plus ancien des oiseaux, l'Archéoptérix, est apparu il y a 150 millions d'années. Quand les plumes ont-elles été créées? Leur origine reste un mystère. Mais un constat s'impose. Le secret de la prospérité de ses descendants tient au fait que l'Archéoptérix s'est mis à voler non pas avec des ailes membraneuses, mais avec des ailes recouvertes d'un plumage. Jusqu'à une époque récente, l'ancêtre des oiseaux, l'Archéoptérix, était tenu pour un piètre voilier. Son squelette, proche de celui des reptiles ou des dinosaures, devait l'empêcher de bien voler. Pourtant, on a appris récemment qu'il était bien mieux équipé pour le vol qu'on ne le pensait. Le docteur Alain Feduccia, ornithologue à l'Université de Caroline du Nord, a étudié l'empreinte des plumes des fossiles d'Archéoptérix en la comparant à celle de nos oiseaux. This is the left wing of the Berlin specimen of Archaeopteryx. Il a fait une découverte surprenante. Ces documents sont des photographies de l'aile gauche du spécimen berlinois d'Archéoptérix. Ils sont très importants parce que ce qu'ils montrent pourrait être l'aile d'un oiseau d'aujourd'hui. Jusque dans le détail, la structure n'a fondamentalement pas changé en 150 millions d'années. On peut également observer un certain nombre d'autres caractéristiques. L'étude de la microstructure de ces plumes nous apprend qu'en fait, même dans cette microstructure, il n'y a pas eu de changement. Voici l'empreinte de la plume du premier fossile d'Archéoptérix, découvert en 1861. La tige, qui va de la base à la pointe, n'est pas au centre, mais située un peu sur le côté. Observons un oiseau d'aujourd'hui. Il bat des ailes et vole avec aisance. Ses ailes sont composées de nombreuses plumes. Voici les plumes de l'aile d'une tourterelle. Lorsqu'on enlève une plume, on peut voir que sa tige n'est pas au centre, mais qu'elle est décentrée, comme celle de l'Archéoptérix. De plus, sa coupe montre une forme profilée. Cette ondulation est caractéristique de tous les oiseaux voiliers. Qu'en est-il des plumes d'oiseaux qui ne volent pas? Les autruches, par exemple. Elles sont structurées très différemment et leur tige se trouve bien au centre. Le secret du vol tenait dans une plume asymétrique avec un axe décentré. En quoi la structure de la plume est-elle liée à la capacité de voler? Une expérience menée sous la direction du docteur Akira Azuma, professeur honoraire à l'université de Tokyo, permet de le comprendre. Dans un premier temps, des plaques montées chacune sur un axe central sont placées les unes à côté des autres. Elles représentent l'aile d'un oiseau qui ne vole pas. Ces plaques sont exposées au vent.
Quand le vent souffle, les plaques s'inclinent chacune dans une direction différente. Elles ne se stabilisent pas. Il serait impossible de voler avec des ailes de ce genre. Ensuite, on utilise pour la même expérience des plaques profilées en S, montées chacune sur un axe décentré, comme les plumes de l'Archéoptéryx et des oiseaux qui volent facilement. La soufflerie est en marche. Toutes les plaques se soulèvent et se stabilisent. Elles se rangent parfaitement en ligne et dessinent la forme d'une aile. Les plaques courbes avec leur axe décentré restent en place même lorsqu'elles sont exposées à un souffle puissant. Les constructeurs ont adopté ce profil aérodynamique pour construire des ailes d'avion. L'Archéoptéryx avait des ailes composées de plumes parfaitement alignées pour le vol. Les oiseaux savent bouger leurs ailes délicatement, un peu comme les hommes savent faire bouger leurs doigts. Cela leur permet de moduler leurs mouvements. Ils ont créé, grâce à leurs plumes, une merveilleuse structure aérodynamique. Quand la plume est agrandie à l'infini, on distingue de fines branches, les barbes, délicatement fixées à la tige. De ces fines branches partent des myriades de branches encore plus fines, les barbules, qui s'entrecroisent pour former la surface lisse de la plume et lui donner sa structure souple et légère. La même structure sophistiquée apparaît dans la plume de l'Archéoptéryx. L'empreinte fossile montre non seulement la tige, mais également les barbes délicatement alignées. Il y a 150 millions d'années, l'Archéoptéryx s'était déjà doté de plumes parfaites jusque dans les moindres détails. Rien ne prouve que l'Archéoptéryx n'était pas très agile. Je l'imagine courant le long des branches, volant d'arbre en arbre, un peu comme un coucou. Ce que je veux dire, c'est que l'Archéoptéryx n'était peut-être pas un as du vol, mais qu'il pouvait voler, peut-être même avec une certaine puissance. La plume de l'Archéoptéryx était bien plus proche de la perfection qu'on ne l'avait supposé. Le docteur Feduccia pense même que l'Archéoptéryx était capable de voler vigoureusement à travers la forêt. Mais plus haut régnaient les ptérosaures, qui avaient la maîtrise du ciel. Grâce à leurs os creux, ils étaient plus légers que les Archéoptéryx, qui ne pouvaient pas planer aussi haut qu'eux. Les seuls fossiles connus d'Archéoptéryx sont ceux qui ont été découverts à Solnhofen en Bavière. Par contre, on a trouvé une quantité de fossiles de ptérosaures dans diverses régions du globe. Au moment où l'Archéoptéryx apparaissait, il y avait déjà plus de 10 sortes de ptérosaures. Le ciel était à eux. Il allait s'écouler une longue période avant que les premiers oiseaux ne viennent concurrencer les ptérosaures dans le ciel. En 1992, un autre fossile d'oiseau a été découvert.
Il s'agit d'oiseaux fossiles de la génération d'après l'Archéoptérix. On a fait cette découverte en Chine. Depuis l'ouverture du pays, qui permet d'étudier et de creuser sur cet immense territoire, on trouve des fossiles les uns après les autres. Dans les collines de la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, subsistent des sédiments du début du Crétacé, une période qui a commencé il y a 136 millions d'années. Cette région a été un jour sous les tropiques, comme Solnhofen. On y trouvait des forêts de fougères et de palmes au bord d'un grand lac. Dans ces forêts vivaient les oiseaux qui venaient de franchir une nouvelle étape de leur évolution. Le Cynornis, qui signifie l'oiseau chinois, mesurait environ 10 cm de long. C'était un habitant de la forêt. Il se nourrissait d'insectes et de petits reptiles. On s'est aperçu que la structure de son squelette, reconstituée à partir des fossiles, était beaucoup plus proche de celle des oiseaux contemporains. Par rapport à l'Archéoptérix, le Cynornis avait aussi de plus petites dents. Les griffes en crochet de ses ailes étaient plus courtes, le squelette de sa queue avait régressé au point de pratiquement disparaître. Le progrès le plus frappant était le développement du sternum ou bréchet. Avec un bréchet mieux articulé, l'oiseau pouvait se doter de muscles plus vigoureux pour remuer ses ailes. Mais il y avait un autre changement, bien plus important. Le Cynornis possédait des os creux, comme les ptérosaures. Ces os creux allégeaient considérablement son corps, ce qui signifiait que l'oiseau s'était adapté au vol. Les os creux du Cynornis étaient équipés de sacs à air. Ces poches, ainsi que d'autres situées dans différentes parties du corps, étaient reliées aux poumons. Le système permettait à l'oiseau de mieux profiter de l'oxygène de l'air afin de produire davantage d'énergie. Les sacs à air sont essentiels pour bien voler. Les poumons de l'oiseau sont reliés au sac à air de la partie antérieure et de la partie postérieure du corps. Ils pompent sans arrêt de l'oxygène frais dans les sacs à air postérieurs, pendant que les poches antérieures recueillent le gaz carbonique et l'évacuent. Grâce à ce système, les poumons sont constamment pleins d'oxygène et peuvent emmagasiner beaucoup d'énergie. Le processus évolutif était déjà très avancé dans l'organisme du Cynornis. En plus des plumes, la structure de son corps s'était modifiée pour lui permettre de mieux voler. Le Cynornis était un meilleur voilier que l'Archéoptérix. Il pouvait quitter le couvert de la forêt et s'élancer dans le ciel. Les oiseaux, il y a plus de 100 millions d'années, avaient mis au point presque la même structure anatomique que leurs congénères d'aujourd'hui. En s'individualisant et en réussissant à voler, les oiseaux ont fait s'emballer le processus de l'évolution. On n'avait encore jamais rien vu de semblable. Et cette accélération est due en grande partie à l'apparition des plumes, qui leur a permis de voler. Couplée aux qualités physiques si précises qu'exige le vol, au métabolisme si élevé qu'ont atteint les oiseaux, les plumes ont une structure quasiment magique. De cette association est né un animal que l'on n'avait jamais vu auparavant. Seuls 8 oiseaux fossiles, tous des Archéoptérix, ont été trouvés dans les sédiments qui datent de 150 millions d'années. Dans les couches de terrain qui remontent à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, on a découvert un grand nombre d'espèces différentes.
Les oiseaux avaient fait du ciel leur territoire et avaient envahi toute la Terre. Les chercheurs ont retrouvé de nombreux oiseaux fossiles de la période du Crétacé, principalement en Amérique du Nord. L'ichthyornis, qui ressemble aux oiseaux de mer comme la sterne aujourd'hui, avait des muscles puissants pour soutenir ses ailes. Il avait aussi de longues mâchoires garnies de dents recourbées pour attraper ses proies. Il volait au-dessus de l'eau. L'Hesperornis, doté de pieds palmés comme les pingouins, pouvait plonger dans la mer. Les oiseaux du Crétacé s'adaptaient peu à peu à divers environnements. Pendant ce temps, les ptérosaures se sont mis à évoluer dans une direction différente de celle des oiseaux. Ils ont choisi de se répartir en moins d'espèces, mais d'augmenter en taille. Les ptérosaures étaient apparus il y a plus de 200 millions d'années. À cette époque, certains mesuraient moins de 30 cm, ailes déployées. À la fin du Crétacé, des variétés géantes comme le ptéranodon et le Quetzalcoatlus avaient entre 7 et 12 mètres d'envergure. Pour étudier le vol des ptérosaures, des maquettes grandeur nature ont été mises au point dans un laboratoire américain en 1985. Un modèle de ptérosaure de 15 kg et de 5,5 m d'envergure a volé admirablement bien. Les ptérosaures étaient dès le départ de très bons planeurs. Et les énormes créatures apparues à la fin du Crétacé captaient dans leurs gigantesques ailes le moindre courant d'air. Elles pouvaient planer des heures durant. À la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, il ne restait plus que 3 espèces de ptérosaures géants, alors que les oiseaux, au contraire, s'étaient diversifiés en de nombreuses espèces. C'est alors qu'un énorme météorite de 10 km de large a percuté la Terre. La collision avec la météorite géante a transformé l'environnement. Des nuages de poussière se sont soulevés qui ont plongé la planète dans un interminable hiver. Les ptérosaures et les oiseaux étaient arrivés au carrefour de leur destinée. Raton, Nouveau-Mexique. Ici, les couches de terrain ont gardé la trace très nette des changements dramatiques survenus il y a 65 millions d'années. La couche blanche date de l'ère tertiaire qui a suivi le Crétacé. On n'y a trouvé aucun fossile de ptérosaure. Cela confirme bien que les ptérosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Le docteur George Whitfield de l'université de Reading en Grande-Bretagne s'est spécialisé dans la biomécanique de divers organismes. Il pense que les ptérosaures s'étaient beaucoup trop spécialisés.
Il confirme que le ptéranodon de la dernière période du Crétacé parcourait environ 8 mètres par seconde en planant. Mais quand le vent soufflait à plus de 14 mètres par seconde, il était emporté. Tandis que les oiseaux choisissaient de développer leur propre capacité à voler en battant des ailes, les ptérosaures se sont transformés d'une façon très spéciale. La taille de leurs ailes membraneuses a augmenté de façon à leur permettre de planer au moindre souffle. Par contre, ils ont perdu leur aptitude à voler par vent violent. On constate en général que les espèces évoluent de façon à s'adapter de mieux en mieux aux conditions dans lesquelles elles vivent. Et si les conditions changent, elles ne peuvent pas revenir en arrière. Dans le cas du ptéranodon, il est clair qu'il avait perdu la souplesse nécessaire pour s'adapter au nouveau climat. Leurs grandes ailes, efficaces sous des cieux tranquilles, n'étaient pas adaptées aux prompts changements de l'environnement. Les ptérosaures, qui avaient prospéré si longtemps, ont fini par s'éteindre. Pendant ce temps, les oiseaux ont survécu. Nous sommes en Allemagne, le foyer de l'Archéoptérix. À Messel, au centre du pays, on trouve des couches de terrain qui ont 50 millions d'années. Outre de nombreux fossiles de mammifères, on y a découvert beaucoup de fossiles d'oiseaux. Cet oiseau à longues pattes ressemble à un flamand. En plus de ce fossile, on a découvert 13 espèces d'oiseaux dans le même site. Parmi eux, l'ibis à crête, l'aigle, le faucon et le râle. Les plumes d'oiseaux sont de superbes structures. Elles sont très résistantes et chacune est solide en soi. Sa force ne dépend pas de celle des autres, si bien que l'oiseau peut perdre un certain nombre de plumes sans être privé de l'usage de son aile. Cela lui permet de mieux supporter les dommages physiques. Il ne faut pas oublier une chose, les plumes sont destinées à assurer l'isolation, ce qui pour la plupart des gens veut dire garder la chaleur. Mais elles ne se contentent pas de garder la chaleur, elles protègent aussi le corps contre un excès de chaleur. Tout dépend de la température extérieure. Quand il fait très froid, les plumes conservent la chaleur en gardant une couche d'air chaud tout près du corps. Par temps chaud, au contraire, elles préservent de la chaleur. Les oiseaux sont parfaitement bien adaptés à des habitats, des latitudes, des températures très diverses. Le cours de l'évolution a doté les oiseaux de plumes que l'on ne retrouve chez aucune autre créature. Les oiseaux ont transformé la structure de leur squelette et leur anatomie dans le seul but de voler. Et ils ont réussi. Aujourd'hui, des oiseaux très divers vivent dans toutes les régions du globe, de l'équateur au cercle polaire. Certains oiseaux parviennent à parcourir des distances de plus de 10 000 km du pôle Nord au pôle Sud.
d'autres oiseaux montent très haut, plus haut que les sommets de l'Himalaya qui dépassent 8000 mètres. Les oiseaux sont d'extraordinaires créatures dont les facultés nous échappent. Nous voici à Nauru, une île située juste sous l'équateur. Bien qu'elle soit la plus petite république du monde, avec une superficie d'à peine quelques kilomètres carrés, Nauru est une des nations les plus prospères de la région Pacifique. Sa prospérité lui vient des oiseaux qui traversaient l'océan. Cette histoire remonte à plusieurs millions d'années. L'île était peuplée de nombreux oiseaux qui se nourrissaient de poissons qu'ils trouvaient en abondance dans la mer. Ils produisaient énormément de déjections, qu'on appelle le guano. Après une longue transformation chimique au fil du temps, le guano s'est transformé en un composé chimique appelé apatite. L'apatite est utilisée dans le monde entier. C'est un engrais de haute qualité. Cette matière produite par l'oiseau est le meilleur des fertilisants. Les oiseaux ont ainsi créé la nation de Nauru. Tahiti, île volcanique située dans le Pacifique Sud. On dit que Tahiti est l'un des derniers paradis sur Terre. L'île était une terre nue et désolée lorsqu'elle a surgi des flots il y a plusieurs millions d'années. Plus de 60% des plantes qui poussent aujourd'hui à Tahiti sont là grâce aux oiseaux migrateurs. Les graines des continents lointains, qui s'étaient accrochées aux ailes des bécassines et des pluviers, ont traversé l'océan pour venir pousser à Tahiti. Au cours de leur évolution, les oiseaux ont opté pour une voie totalement différente de la nôtre. Ils se sont donné les moyens de monter à l'assaut du ciel. Leurs ailes leur ont permis de voler et dans le même temps de disperser sur toute la surface de la Terre la semence du monde végétal. Roger 1202, we copy it.